France Maghreb 2. Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité à France Maghreb 2. C'est Fawzi ce soir pour vous réaccompagner, on va dire ça, après le Ramadan. Je vous souhaite un excellent Eid Mubarak, Saïd ou Karim. Et j'espère que ça a été un bonheur pour vous de passer un excellent Ramadan. Et j'espère également que vous avez pu passer cet Eid avec vos proches, votre famille. Je suis ravi d'accueillir ce soir mon chroniqueur. Ce soir, c'est Jean-Guy, puisque les autres sont encore en vacances. Bonsoir les amis, bonsoir Fawzi, bonsoir les auditeurs et auditrices. Et un petit clin d'œil aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. On salue également Mohamed Kolanta qui s'est excusé, qui n'a pas pu venir ce soir. Abdeslam qui lui est toujours en Algérie. Il reviendra avec plein de cadeaux, de souvenirs et puis de nouvelles. Plein de choses à nous raconter. Ouais, voilà, on sait qu'il fait des émissions là-bas actuellement, donc c'est plutôt pas mal pour lui. Sur le plateau, j'accueille également des frangins, des amis, la famille. Il s'agit de Yacine. Yacine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fawzi. Et juste à côté, l'homme de l'ombre, Mr Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir à tout le monde. Aïd Mobrouk à tout le monde. Et il va rester dans l'ombre tout au long de l'émission. Non, mais on lui ouvre le micro s'il veut parler, il parle. Alors Yacine, nous on t'a invité ce soir pour parler de ton documentaire Choc. Un documentaire qui bouscule, un documentaire qui donne la parole à la banlieue justement, et d'ailleurs le titre c'est la parole à la banlieue. On va en parler ensemble tout au long de cette émission, puis on va parler un petit peu de la construction de ce documentaire, les personnes que tu as pu interviewer, les lieux où tu as été filmé, comment est-ce que tu l'as construit, l'idée, la genèse, etc. Ok. Auparavant, Jean-Guy, on avait décidé dans un premier temps de parler un petit peu du Ramadan. Comment est-ce qu'on l'a passé les uns et les autres? Est-ce que ça a été bénéfique, difficile, facile? Qu'est-ce qu'on en retient? Les projets qui ont pu y voir le jour. Voilà, donc alors on va commencer par toi, Jean-Guy. Comment a été le Ramadan cette année? Comment l'as-tu trouvé? Alors, le Ramadan cette année était un petit peu particulier me concernant parce que j'étais effectivement très très pris avec les élections législatives. Il se trouve qu'au même moment, j'ai déménagé, donc voilà, c'est une charge de travail supplémentaire, mais je dirais que le Ramadan en soi, c'est toujours une période de recueil, de recul, à la fois sur soi et puis à la fois vis-à-vis de notre religion, noble et belle religion, je le rappelle. Un moment aussi d'échange, de partage avec des amis, donc oui, encore une fois, plein de belles images, en tout cas, de nombreux iftars passés donc avec des frères, des amis, à la fois sur le 93, mais également sur Paris. Voilà, donc beaucoup de plaisir, et puis c'est vrai que c'est toujours un moment important, en tout cas pour nous, quand on est citoyen fidèle de confession musulmane, voilà, d'avoir ce mois béni et sacré du Ramadan. Pour toi, Yacine, comment ça s'est passé ce mois béni du Ramadan? Ça va, ça s'est bien passé. Personnellement, comme d'habitude, les premiers jours, le temps que le corps s'adapte. Mais sinon, voilà, c'est toujours un bon moment. Moi, je trouve que c'est un bon moment, le Ramadan. C'est une manière aussi de se retrouver en famille, autour des repas. Ouais. C'est un bon moment aussi pour le corps. Ouais. Et donc voilà, c'est même passé vite. Une fois que c'est terminé, on se rend compte que c'est passé vite. Mais ça fait du bien. Ouais. Ahmed, pour toi, ça a été comment? Ça s'est très bien passé, toujours en famille, avec les parents, les cousins, cousines qui viennent de temps en temps, on partage un repas. Ouais. Ça nous permet de nous retrouver, de nous ressourcer, puis de partager un repas qui nous permet aussi de penser aux autres qui n'ont pas d'ailleurs, et qui nous permet aussi de se revoir, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de se voir dans l'année, tout le monde est en déplacement, tout le monde n'est pas disponible. Exactement. Voilà. C'est paradoxal et c'est bizarre, c'est que c'est les gens les plus proches de nous, qui sont le plus chers à nos yeux, qu'on voit le moins malheureusement, et grâce à ce mois, ça nous permet justement de se réunir, de s'appeler, de se voir aussi le soir. Donc voilà, en tout cas de l'autre côté de la Méditerranée, ça nous écoute. Abdeslam est à l'écoute et il nous fait un gros big up, un gros coucou. Donc on va le saluer également. Aïdek Mabrouk à toi aussi, tes parents, ta famille. On va parler maintenant du documentaire La parole à la banlieue, réalisé par Yacine, présent ici sur le plateau. Alors tu l'as posté il n'y a pas très longtemps, et pourtant il connaît un certain succès sur internet, sur YouTube. On est plutôt content pour toi, et puis il faut dire qu'une certaine presse en a parlé également, donc exact. on en parlera dans un deuxième temps. Okay. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'idée de départ de ce documentaire La parole à la banlieue? Ok, donc le documentaire Parole à la banlieue, on l'a posté, ça fait à peu près 2 semaines.
Ensuite, je t'avoue que nous, on l'a fait d'instinct. C'est parti précisément de l'affaire Théo, en fait. En apprenant un peu l'affaire Théo, en plus en étant résident d'Aulnay-sous-Bois. Et moi, je suis un nomade, donc j'ai résidé dans différents quartiers de France. Et donc l'affaire Théo, pour moi, c'était le summum. Le déclencheur. Ouais, de ce qui peut se passer en matière de violence policière, même s'il y en a qui ont perdu la vie malheureusement. Lui, c'est ce qui lui est arrivé. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Même si on est habitué, en tant qu'habitant de quartier, on est habitué aux violences policières et au mauvais comportement des policiers à notre égard. C'est devenu presque une habitude pour nous, on s'en étonne plus, personnellement. Mais moi, j'avais déjà dans l'idée de faire un reportage sur la banlieue, en voulant montrer le côté positif de la banlieue. Et par rapport à ce qui s'est passé avec l'affaire Théo, j'ai voulu faire un documentaire, mais en étant plus large que ne pas être ciblé que sur les violences policières, mais se dire qu'il y a ce genre de choses qui arrivent et d'aller chercher les causes de ces actes, d'avoir les causes et les conséquences et les solutions, mais vues par nous-mêmes habitants de la banlieue. Ça, c'est aussi dû au fait que la plupart du temps, lorsqu'on voit des documentaires ou reportages sur les banlieues, c'est beaucoup de clichés, c'est beaucoup sur des délinquants, des dealers, ça montre une certaine image de la banlieue. Et nous, en tant que résidents de ces banlieues, on sait très bien qu'il n'y a pas que ces sujets qu'on peut retrouver dans nos banlieues. Donc l'objectif, c'était vraiment avoir une image positive de la banlieue en allant chercher des gens qui sont concernés, qui en sont issus, qui savent bien s'exprimer, même si parfois il y en a d'autres qui ont beaucoup de choses à dire mais qui n'ont pas eu les moyens de bien s'exprimer. Donc l'objectif, c'était montrer une image positive de la banlieue et réfléchie avec des gens qui sont concernés. Alors, tu as fait le choix aussi de segmenter ce documentaire en plusieurs thèmes, c'est-à-dire qu'il y a la séquence violence policière, la séquence justice, il y a la séquence aussi médias. Donc c'est plutôt bien découpé et donc les gens savent qu'ils vont pouvoir parler, enfin qu'ils vont pouvoir entendre parler soit de médias, soit de violences policières, soit de justice, de travail, etc. Alors les personnes que tu fais intervenir sont au nombre de 4 ou 5 ou 6 plutôt, à peu près 7 ou... Non, il y a plus, je crois qu'il y a une dizaine de personnes. Et parmi elles, il y a la sœur d'Adama Traoré, donc victime lui aussi de violence. Tu as également assisté aux manifestations qui se sont déroulées à Nation, où tu as pu rencontrer différentes familles victimes, elles aussi, qui ont perdu des êtres chers. Est-ce que tu as pu recueillir des recueils de ces familles et qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Oui, j'ai eu les recueils, j'ai moi-même découvert en fait des différentes familles de violences policières. En fait, en réalisant ce documentaire, comme je t'ai dit au début, moi c'était vraiment réaliser un documentaire positif sur la banlieue. Et moi-même en réalisant ce documentaire, j'ai découvert beaucoup de choses et j'en ai appris moi-même en fait, en rencontrant ces différentes personnes. Après, on est parti donc à la manifestation Justice pour Théo à Bobigny. On est parti à la marche pour la justice et la dignité du 19 mars à Nation. Et ce que j'ai découvert en fait, c'est que on parle beaucoup des États-Unis en disant aux États-Unis il y a beaucoup de violences policières, Ferguson, etc., etc. Mais en réalisant ce documentaire, je trouve que malheureusement on n'a rien à envier aux États-Unis et que c'est très peu médiatisé, mais qu'en fait il y a beaucoup de violences policières aussi en France. Il y a beaucoup de jeunes qui sont décédés sous les coups des forces de l'ordre. Et c'est vraiment dommage. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'inégalités en fait. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'inégalités entre ces familles qui sont victimes et dont la plupart du temps leurs plaintes n'aboutissent pas du tout. Alors on va en reparler justement parce que la sœur d'Adama Traoré explique elle les démarches qu'elle a pu faire et surtout à un moment donné dans le documentaire il y a Almami Kanouté qui explique que le savoir est très important. On va en reparler tout à l'heure. Je me tourne vers Jean-Guy. Jean-Guy, tu voulais donc intervenir? Il y a forcément beaucoup à dire sur ce genre d'histoire. C'est le reflet d'une société qui est malade. Malade parce qu'elle a oublié sa jeunesse. Elle a oublié d'être à l'écoute de sa jeunesse. Alors bien sûr que toute violence policière, toute bavure policière est à condamner fermement. Dans le même temps,
j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi souligner le travail des forces de l'ordre, avec lesquelles aujourd'hui nous devons travailler de concert. Faut pas perdre de vue que sous l'ère Sarkozy, la police de proximité a disparu. C'était comme le lien invisible entre la population dite vivant dans les quartiers sensibles. J'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'est malheureusement un terme qui est trop couramment utilisé. Quand on couvre les quartiers, et c'est votre cas, aujourd'hui on a une misère sociale qui est là depuis très longtemps. Et je dirais que quand on est impliqué de l'association de quartier et de parents d'élèves, on se rend compte que cette misère est due à différents aspects. C'est-à-dire que l'aspect effectivement de la couleur de peau, de la culture d'origine, du choix religieux, et on ne sait pas faire de différence dans cela. Alors qu'à mon sens, on devrait utiliser ces différences comme un moyen, comme un levier pour être meilleur et plus fort. On vit dans une société aujourd'hui qui a subi et qui continue de subir d'ailleurs d'importantes mutations sociales et sociétales. La France d'aujourd'hui n'a pas su s'adapter à ces changements-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on le disait en off tout à l'heure, mais j'aime le dire régulièrement sur ce rendez-vous à France Maghreb 2, que on a la chance aujourd'hui, et on ne sait pas l'utiliser cette chance aujourd'hui, de vivre dans un département de France qui est le plus jeune de France, mais le plus pauvre de France, dans lequel on a une richesse culturelle, artistique et sportive qui ne demande qu'à s'exprimer. Et je crois que quand on prend le temps d'aller à la rencontre de notre jeunesse, de l'écouter, de l'aider, de l'épauler dans ces différents projets, on peut créer de belles choses. Donc il y a des jeunes comme toi qui ont réussi, et je pense qu'il faut continuer d'aider ces jeunes aujourd'hui, qui ont des projets, qui ont envie de s'en sortir, il faut les aider à réussir. Je m'interroge toujours quand on voit qu'outre-Atlantique, aux États-Unis par exemple, au Canada, et ça me parle un petit peu parce que je suis originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, et donc ça, c'est forcément quelque chose qui me touche beaucoup, et outre-Manche, on donne toujours la possibilité à des jeunes de réussir. Et quand on leur donne l'envie de réussir, l'envie de revenir surtout, ça donne l'envie à celles et ceux qui n'ont pas osé en faire autant, de faire la même chose. Et donc ça renvoie à une autre image de nos quartiers, différente de celle que l'on a sous le prisme des médias traditionnels, qui stigmatisent, qui donnent, qui posent des préjugés sur des jeunes qui aujourd'hui ne demandent qu'une seule chose finalement, celle de s'en sortir et de réussir, là où d'autres jeunes dans d'autres quartiers ont les moyens et les ressources pour pouvoir le faire. Et donc aujourd'hui on a des différences fondamentales à ce niveau-là. Je sors d'un conseil d'administration à nouveau, et donc je vais pas monopoliser la parole trop longtemps, mais tout ça pour dire que le décrochage scolaire est extrêmement important. Oui. Et on s'en rend pas compte. Et donc quand c'est le cas, alors il y a effectivement un abandon de la famille, mais c'est pas toujours le cas, et c'est simplement aussi, à mon sens, un manque de volonté, de persévérance et de détermination des jeunes face à des difficultés qui sont en face d'eux, et pour lesquelles finalement l'État, les pouvoirs publics dans les villes ou à plus grosse échelle ne met pas les moyens, les ressources nécessaires pour les aider à s'en sortir. Alors je vais juste relever un mot qui revient assez souvent, c'est la misère sociale dans les quartiers. Alors pour le coup, Yacine lui a fait un travail où il a sélectionné des gens qui interviennent dans le documentaire qui ont tous une belle diction. C'est des gens qui parlent bien, qui sont instruits, qui ont un certain niveau, et donc ça reflète un certain niveau de la banlieue. Il n'y a pas que de la misère sociale, il n'y a pas que des galériens, il y a également des gens qui ont de très bons niveaux, mais malheureusement on ne les entend jamais dans les médias, et c'est le travail qu'a voulu faire Yacine, c'est leur donner la parole. Parmi eux, il y a Almami Kanouté, il y a eu la sœur d'Adama Traoré, on a eu Sabrina aussi, Domino. Il y en a plein, hein. Et il y en a beaucoup aussi qu'on n'a pas pu intégrer dans le documentaire parce que manque de temps. Mais j'aimerais revenir au début, parce que tu as fait le choix de ne pas utiliser des images d'archives et tu les as remplacées par des sonores. Donc là, on entend clairement le PDG d'une radio ici à Paris, qui est réputé être plutôt de droite et plutôt avoir des idées bien arrêtées sur l'immigration, où il dit que les Noirs sont des Congoïdes, exact, et que les Blancs sont des Caucasoïdes. Caucasoïdes, oui. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait en entendant ce genre de discours, et pourquoi est-ce que tu as quand même décidé de l'intégrer au documentaire? En fait, moi-même j'ai découvert que j'étais un Congoïde avec lui. Donc, mais il le dit, mais absolument normal. C'est complètement normal. C'est totalement hallucinant aujourd'hui d'entendre ce genre de discours, qui plus est de la part d'un directeur d'une radio importante. Et voilà, je sais même pas s'il a été. C'est le reflet que.
c'est le reflet à nouveau que je sais. les gens n'ont plus peur d'exprimer leur position publiquement. On va vous faire écouter un extrait de l'interview tout à l'heure. Et donc voilà, il faut le condamner fermement, mais le sanctionner aussi, ce genre d'attitude et de comportement, parce qu'aujourd'hui, on a de la discrimination permanente. Et aujourd'hui, les jeunes de nos quartiers méritent beaucoup mieux que ça. Ouais. C'est vrai, mais moi personnellement, après la discrimination, moi quelque part ça me touche pas plus que ça. Hein. Ouais. Et après, dans l'introduction du documentaire, j'ai fait un choix de mettre pas mal de phrases racistes qui ont été dites depuis certaines années, hein, parce que j'ai remis aussi la phrase de Chirac, le bruit et l'odeur. Donc j'ai mis cette phrase sur les Congoïdes, j'ai mis la phrase de Guerlain, mais c'était juste pour montrer le décalage en fait. J'ai voulu commencer avec toutes ces phases, de voir comment est-ce qu'on est vu. Et après, dans le documentaire, montrer justement, comme tu disais, des gens qui ont une belle diction, qui ont plein de choses à dire, pour montrer ce décalage, que justement, on n'est pas ça, là. On n'est pas cantonné à juste une image de congoïde, de bruit, d'odeur. Parce que après, moi, personnellement, le racisme, aujourd'hui, moi, ça me fait rigoler, ou la discrimination. Moi, je pense que ces gens qui s'expriment comme ça, quelque part, ils ont peur, en fait. Donc, moi-même, quand je vois des commentaires, franchement, ça me blesse plus, parce qu'on a grandi dedans. Oui, ça nous fait Donc, peur, comme je disais tout à l'heure, c'est comme les comportements de certains policiers, le fait de se faire contrôler depuis qu'on a notre plus jeune âge. Donc, voilà, au bout d'un moment, on n'est plus choqué. Je pense qu'au bout d'un moment, si on est choqué tout le temps aussi, c'est qu'on est un peu perdant. Donc, moi, je trouve que après, c'est plus amené à réfléchir, et c'est plus quelque part à nous de montrer que non, on n'est pas ce que ces gens pensent. Montrer la différence justement par des actes et par notre intelligence. Voilà. On va écouter un extrait sonore de ce documentaire et puis on revient juste derrière. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Quand par exemple certains employeurs s'adressent à des directeurs d'agences intérim, leur disent s'il vous plaît, je ne veux pas d'arabes et de noirs. Ça c'est quand même c'est injuste. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin ça. La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. Les blancs sont les caucasoïdes, les noirs d'Afrique sont les congoïdes. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur. Bon voilà, vous avez eu un petit aperçu d'un certain nombre de déclarations qui ont été prononcées et dites en public, hein, et parfois dans des émissions de grande écoute. On se rappelle de la déclaration, comment s'appelle-t-il déjà, celui qui avait dit que les nègres ne travaillaient pas ou un truc comme ça. Henri Delecouen. Ah non, Guerlain. Guerlain, ouais, voilà. Ouais, voilà. Et l'autre, c'est Henri Lekens. Delecouen. Ouais, voilà. PDG aussi d'une radio ici à Paris. Exact. Bon, ça c'est le constat. Ça c'est ce qui existe. Mais dans la vraie vie, il y a aussi des gens qui pensent autrement et qui, heureusement, savent vivre avec tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui n'est pas uniforme. Voilà. Il faut savoir. Mais il faut aussi comprendre et intégrer qu'il y a ce genre de personnes qui tiennent ce discours. Un noir pour lui c'est un congoïde. Et pour lui, un blanc, c'est un caucasoïde, du Caucase. Et ça, tu lui enlèveras pas de la tête parce que c'est un mec, il a 60 balais. Il a toujours été convaincu de ça. Et alors, maintenant, il y a un travail, justement, ce que tu disais, Yacine, c'est de montrer que voilà ce qu'on montre de vous dans les médias. Voilà ce que nous, avec ce documentaire, on va vous montrer sur nous. Et il y a un passage où tu poses la question à Almami Kanouté sur l'histoire du contrôle d'identité. Est-ce que tu peux en reparler un peu ? Sur l'histoire du contrôle d'identité ? Oui, en bas de chez lui, des jeunes qui se faisaient contrôler. Almami Kanouté, qui est un militant qui se déplace beaucoup pour différentes causes concernant les banlieues et même d'autres causes. Et il explique en fait un contrôle d'identité qui s'est passé en bas de chez lui, à Fresnes, et des jeunes qui se sont fait contrôler. Et il explique que c'est dans une résidence et que quand on connaît son droit, il est interdit en fait de contrôler dans une résidence, sauf si les policiers en question ont une commission rogatoire. Et donc lui, il est intervenu pour expliquer ça
agents aux forces de l'ordre. Voilà, et suite à son intervention, ils ont annulé leur contrôle d'identité. Voilà. Et donc ensuite, les deux petits qui s'étaient fait contrôler, on regardait Almami Kanouté comme avec admiration. Exactement. Et il leur a expliqué que le savoir est très important. Connaissez vos droits. Et plus loin dans le documentaire également, la sœur d'Adama Traoré expliquait que quand les autorités voulaient restituer un corps, il fallait surtout pas le toucher, parce que une fois qu'il est touché, on ne peut plus faire une deuxième autopsie. Pour les autopsies, voilà. Et ça l'a appris. Donc il y a une mine d'informations comme ça dans le documentaire, et ça c'est ce qui va plaire aux auditeurs ce soir et peut-être futurs téléspectateurs. Il faut absolument regarder ce documentaire intitulé La parole à la banlieue, disponible gratuitement sur YouTube. Donc faites-vous plaisir et partagez au maximum. On va s'arrêter un court instant, mesdames et messieurs, on va aller chercher du fric, de l'oseille, et puis on revient juste derrière. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 93.8 FM, sur 93.8 FM, à Marseille et toute sa région. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, bienvenue à vous, merci de nous écouter à Marseille, Dijon, Le Havre et puis toutes les autres fréquences à découvrir sur le site de la radio elle-même. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Yacine, co-réalisateur et coproducteur donc de ce documentaire intitulé Parole à la banlieue que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Faites-vous plaisir et partagez également pour que le message passe le plus largement possible. On va parler un petit peu du début, comment tu ouvres ton documentaire. Tu commences par les causes du malaise. Après avoir fait un tour des causes du malaise, c'est donc les mêmes raisons qui reviennent à chaque fois quand il y a des malaises en banlieue, quand ça s'enflamme, quand il y a des... Oui, il en ressort, du documentaire, il ressort que les causes du malaise, c'est à peu près les mêmes. Lorsqu'on écoute les différents interlocuteurs, les causes du malaise, ça vient à peu près on entend la frustration, le racisme, la discrimination, la stigmatisation. Voilà, stigmatisation. Exactement, je pense qu'il y a... Et la genèse, effectivement, de ce type de reportage, c'est effectivement dû à une injustice. Les injustices sont criantes dans nos quartiers. On n'a pas donc les mêmes moyens, les mêmes ressources que peuvent avoir d'autres villes, en tout cas de l'autre côté du périphérique parisien, notamment dans le 92. Aussi. Et, alors, je pourrais échanger pendant quelques heures là-dessus, mais juste à titre d'exemple, moi qui suis fortement impliqué des associations de parents d'élèves, force est de constater que les moyens pour des élèves en collège, par exemple, ne sont pas les mêmes dans le 93 que dans certaines villes du 92. Certaines villes du 92, on a des jeunes collégiens qui disposent de tablettes, alors que dans le 93, on a des PC qui sont reconditionnés, reformatés. Et un autre exemple, mais qui est flagrant, et j'en avais parlé il y a pas si longtemps sur ce plateau. Moi, mon petit dernier, donc, qui est effectivement en élémentaire, au CE1, donc il termine son année scolaire, il en est à son 5e, 6e professeur depuis le début d'année. Ouais, exactement. Donc à un moment donné, moi je veux bien que ça soit compliqué, que ça soit difficile dans nos quartiers, mais encore une fois, nos jeunes d'aujourd'hui, c'est la France de demain. Donc si on n'y met pas les moyens là où ils doivent être mis, et on reste encore une fois sur des préjugés, sur des façons de penser qui vont à contre-courant de l'intérêt général, forcément, ça provoque ce genre d'effets, et ces effets négatifs et qui sont très mauvais pour la société, quoi. Exact. Je suis d'accord. Lorsque tu as commencé à réfléchir à ce documentaire, est-ce que tu t'étais fixé une liste de personnalités à contacter et qui a voulu jouer le jeu, qui s'est prêté au jeu immédiatement Savoir, j'avais pas de liste vraiment de personnalités, mais je voulais avoir, comme je t'ai dit, nous on vient d'Aulnay, je voulais avoir des gens de différentes banlieues. Après, je voulais pas être que sur Aulnay ou que sur le 93. Et après, c'est des connexions par rapport à des amis proches, qui, une fois qu'on a lancé l'optique du documentaire, qui nous ont mis en contact avec des personnes comme Almami Kanouté, par exemple, qui est dans le 94. Et c'est même Almami qui nous a mis en contact, par exemple, avec Assa Traoré. Donc ça s'est fait de fil en aiguille. On a pu aussi rencontrer Ali Soumaré, qui est un membre du Parti Socialiste, qui est d'origine de Villiers-le-Bel. Et oui, justement, qui a contribué aussi à calmer un petit peu le jeu lorsqu'il y a eu des événements à Villiers-le-Bel. Exactement. Il était concerné par l'affaire de Laramie et Moussine. Oui. Les deux jeunes qui se sont fait percuter par des policiers en 2007. Et qui sont morts. Et qui sont décédés à Villiers-le-Bel. On a pris un Onésien qui s'appelle Tariq, que je connaissais, avec qui j'ai travaillé sur des courts-métrages, et qui est acteur associatif et en même temps écrivain.
qui vient du quartier des Étangs à Aulnay-sous-Bois. Ensuite, il y a des gens qu'on a rencontrés directement dans les manifestations, qui sont présentés même à nous, qui ont voulu prendre la parole. Comme on a eu Aïcha, qu'on peut voir dans le documentaire, qui est elle-même, qui a souhaité d'elle-même participer à notre documentaire. On a rencontré Franco. Ça prouve qu'ils veulent avoir la parole. Voilà, exactement. On nous a vu en train d'interviewer Franco de la brigade anti-négrophobie. Et d'elle-même, elle a souhaité vouloir participer justement à ce documentaire et donner son avis. On a eu Sophie Tissier aussi, qu'on a rencontré pareil à la manifestation Justice pour Théo. On a eu Sabrina Domino, qu'on a rencontré à la marche pour la justice et la dignité, ainsi que Ouria Boutelja. On a eu Abdel Salem Itache. Donc ça s'est fait de fil en aiguille, hein. Et finalement on s'est vite retrouvé avec 1 heure de documentaire. Alors que à la base on pensait faire un petit documentaire de 26 minutes. Alors je sais pas si tu as remarqué la même chose, mais lorsque il y avait ces manifestations à Bobigny et à la place de la Nation, il y avait beaucoup de justement de journalistes avec leurs caméras. Donc tout le monde se met à faire des reportages. Exactement, ouais. Après, de toute façon, c'est comme on disait au début de l'émission. C'est la nouvelle époque, hein. Après, tout dépend. Après, le problème, c'est que je pense entre faire un reportage juste parce que c'est de l'actualité ou faire un reportage avec un but précis et vouloir vraiment aller dans le fond. Je pense qu'après, il y a une différence. Et après, les médias, dès que c'est Justice pour Théo, on a vu, il y avait toutes les télés étaient là à Bobigny. Après, nous-mêmes, on y était. Et ce qu'on a vu le lendemain, c'est juste qu'ils ont parlé des casseurs, des voitures brûlées. Nous, on a pu avoir quand même Franco, le discours de Franco. On a rencontré, comme je disais, Aïcha. On a rencontré Sophie Tissier. Il y a plein de gens qui avaient des choses à dire. Donc c'est dommage après que médiatiquement, comme on le voit dans le documentaire à la partie le traitement médiatique, on cherche toujours les côtés négatifs. Alors qu'il y a du positif. Voilà, il n'y a pas que des casseurs. Il y a des gens qui sont venus justement exprimer leur soutien ou donner d'autres avis. On a du potentiel. Exactement. Maintenant, faut pas non plus se voiler la face, pas se mentir. On a aussi une minorité de jeunes parfois qui sont des casseurs, qui sont des troubleurs de rassemblement, qui eux donnent une mauvaise image à l'idée qui est celle de pouvoir se rassembler et de s'unir autour de valeurs communes. Aussi, et je crois qu'aujourd'hui, voilà, les médias traditionnels renvoient une mauvaise image de nos quartiers, de notre jeunesse, parce que justement elle est sous l'emprise de grands patrons qui n'ont ni plus ni moins comme intérêt que de celui de faire du buzz et de l'argent. Et de l'argent, on sait qu'aujourd'hui, quand on veut attirer le grand public derrière son petit écran, c'est de renvoyer en permanence des images à sensation. Donc voilà, et c'est ce qui fait payer aujourd'hui les chaînes grand public et les médias traditionnels. Je vais pas les reciter. Donc aujourd'hui, on a besoin de documentaires, de reportages comme vous le faites, parce que vous faites intervenir justement des gens qui viennent du terrain, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils ont cette légitimité pour parler du terrain, et on le sent dans leur voix, on le sent effectivement dans leur parcours de vie que c'est pas tous les jours facile, et que ils ont envie aussi qu'on parle d'eux de autrement que par des faits divers. Et aujourd'hui, voilà, et ils méritent d'être entendus, d'être écoutés, ces jeunes, et je pense des documentaires, des reportages comme vous le faites, faut en parler un maximum, et il faut utiliser les canaux dont nous disposons, réseaux sociaux et chaînes radio, pour pouvoir le diffuser le plus largement possible. Mais après, j'allais dire, tu sais, le fait de dire des casseurs, je trouve que après c'est trop classé aussi. Des fois, je trouve que c'est trop classer les gens dans une catégorie, tu vois. En fait, parce que après, dès que c'est les jeunes, on dit des casseurs. Après, par exemple, les policiers de la Ferté, on dit pas des violeurs, on dit c'est des policiers. On continue à dire c'est des policiers. Donc après, ce que je trouve un peu dommage, c'est de renvoyer l'image de casseurs, et là où aussi je trouve que c'est un peu facile aussi de ramener ce genre d'image sur les jeunes, c'est que par exemple nous, quand on était à la manifestation de la marche pour la justice et la dignité, nous on a vu des groupes qui sont cagoulés, qui ont même des drapeaux de l'Algérie qui sont pas des Algériens, et qui donnent une image et qui sont là pour casser. Et après on va dire que c'est des jeunes de banlieue, mais c'est pas des jeunes de banlieue. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que maintenant il y a toute une manipulation derrière ça en fait. C'est maintenant il y a des groupes qui sont rien à voir avec ces jeunes de banlieue, qui vont venir masquer, qui vont casser, et on va dire que voilà, il y a une telle manifestation pour la banlieue, il y a eu des casseurs, il y a eu de la casse, il y a eu des voitures brûlées, mais des fois c'est pas ces jeunes qui sont ces casseurs. Et après ce que je trouve aussi dommage, c'est que quand on dit les jeunes ils cassent, les jeunes ceci, les jeunes cela, mais les jeunes ils allument l'écran. Les jeunes ils sont éduqués par qui? Par des adultes. Je trouve que c'est ça qui est un peu
Ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'on remet la faute sur les jeunes, mais on cherche pas la cause. On regarde pas après tout ce qui est diffusé dans les médias, on regarde pas par rapport à nous, notre génération, nous on est des trentenaires. Par rapport à nous, on discute par rapport aux exemples qu'on avait eu nous, aux icônes qu'il y avait à notre époque et les icônes de maintenant. Il faut se rendre compte qu'il y a une différence et que maintenant les jeunes d'aujourd'hui, même moi aussi j'ai des enfants, ce qu'ils regardent aussi, ce qu'on leur montre, ce que les adultes leur montrent, aussi ça les engraine aussi dans un certain comportement. Donc après c'est toujours dire les jeunes ceci, les jeunes cela, mais je pense que la responsabilité c'est aussi les adultes et les gens qui leur diffusent certains messages et certains exemples. Être parent, c'est avoir des devoirs mais aussi des obligations. Voilà. C'est de faire en sorte de pouvoir amener ses enfants à l'âge adulte et de les placer dans les meilleures conditions. Et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que voilà, les guider sur le chemin de la vie. À un moment donné, quand ils doivent tomber, il faut qu'ils tombent aussi d'eux-mêmes pour apprendre aussi de leur chute et de leurs échecs. Mais quand il est question effectivement de les guider, de leur donner un certain nombre de principes et de valeurs qui sont pour moi essentiels à l'âge adulte, il faut le faire. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de parents, oui, dans nos quartiers, mais pas plus en 93 qu'il y en a sur Paris ou ailleurs. D'ailleurs, qui sont démissionnaires parce qu'ils ont complètement abandonné ce mode-là et ce credo-là. Moi, j'ai le souvenir de différentes expériences professionnelles où il m'était donné justement de rencontrer des jeunes, mais qui étaient sur certains secteurs plus armés que la police, qui avaient en une journée, en 3 jours de temps, plus que ce que vous allez pouvoir gagner en une année de temps. Alors à un moment donné, il faut se poser la bonne question, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que d'une certaine façon, on a des pouvoirs publics qui ont laissé faire cela. Et puis parce que aussi, ça les dérange. Donc là aussi, on doit avoir cette vérité aujourd'hui. On ne doit pas avoir peur de dire les choses aujourd'hui. Mais à un moment donné, quand on explique à un jeune qu'aujourd'hui, que sur ce terrain-là, du trafic en tout genre, qu'il n'y a pas de vision à moyen long terme, que derrière cela, à un moment donné, il risque de se prendre une balle perdue, de prendre un mauvais coup et puis de rester dans l'état dans lequel d'autres malheureusement parfois se trouvent. Il n'y a pas de perspective d'avenir. Alors c'est sûr que c'est compliqué aujourd'hui de leur mettre un pied dans l'étrier vers le travail, vers des valeurs qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont perdues. Mais je pense que le travail d'accompagnement de terrain, il doit continuellement se faire non seulement avec les parents, la communauté éducative et tous les éducateurs spécialisés qui œuvrent de pied ferme sur le terrain, qui sont pour moi le lien invisible entre les populations et qui elles aussi sont porteurs de projets d'insertion, de réinsertion professionnelle. Alors le documentaire a été tourné sur 2 mois, je pense février à mai, c'est ça? Février à mai à peu près. Ouais, juste un petit peu avant les élections. Voilà. En gros. Un certain moment, est-ce que vous avez pris le choix de ne pas aller ou d'aller vers les autorités municipales, départementales, pour leur donner la parole? J'avoue que je voulais vraiment plus avoir vraiment des gens qui sont pas forcément dans la politique ou autre, mais plus avoir vraiment des gens qui ont grandi en banlieue. Sans avoir des gens qui ont un intérêt derrière ou j'ai pas cherché à aller voir des gens qui ont déjà la parole par ailleurs. Voilà, exactement. Voilà, et qui défendent pas spécialement. Voilà, c'était plus avoir la voix des sans-voix quelque part. Voilà. Alors aujourd'hui, quand un certain nombre de personnes qui apparaissent dans votre documentaire, qui sont pour la plupart des gens cultivés, éduqués, qui ont un certain niveau intellectuel, ils continuent à résider en banlieue. Ils travaillent, ils vivent, ils éduquent également leurs enfants. Est-ce que ça vous donne, vous, bon espoir, justement, de voir des jours meilleurs pour la banlieue ou alors non? Moi, personnellement, je pense que je pense qu'il y aura des jours meilleurs, bien sûr. Je pense qu'on est au début. Je pense qu'aussi, en France, l'immigration, elle est assez jeune. Et qu'au fur et à mesure, quelque part... il y a pas mal de jeunes de banlieue qui grandissent, qui commencent à entreprendre. On commence à avoir aussi d'autres exemples. Après, le problème, c'est plus au niveau médiatique ou quand on regarde le paysage audiovisuel français, où on n'a pas ces exemples encore peut-être médiatisés, mais même moi, autour de moi, il y en a plein qui sont dans l'entrepreneuriat, qui s'en sortent bien, qui petit à petit commencent à évoluer. Moi, je pense que de toute façon, ça va changer. C'est-à-dire que c'est comme quand on regarde l'équipe de France de foot. Elle est métissée aujourd'hui. Je pense que ce sera pareil au bout d'un moment, que ce soit dans les différents métiers. On aura des chefs d'entreprise qui seront issus de la banlieue, on aura des politiciens issus de la banlieue. Il y en a déjà, mais je pense que c'est en continuité. C'est déjà le cas, dont on malheureusement pas suffisamment parlé, mais oui, il y aura du développement. Il y a du développement, en tout cas, il y a un potentiel dans nos banlieues. Il faut pouvoir le mettre en avant, ce potentiel. Très bien, on va s'arrêter un court instant pour une pause musicale cette fois-ci. Je vous propose de partir dans les années 80. On va s'écouter un morceau de Fat Larry's Band. Allez, de la joie et de la bonne humeur en musique avec Fat Larry's Band. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est Fauzi et ses invités ce soir.
Nous recevons Yacine, le réalisateur de Parole à la banlieue. C'est un documentaire que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube. Faites-vous plaisir, partagez, faites circuler. À propos de diffusion, Yacine, est-ce que tu imagines vendre ou diffuser ton documentaire dans des festivals, sur des chaînes, en France, à l'étranger? Comment tu vois la pour la suite? Pour l'instant, on l'a vraiment fait, comme je te disais, on l'a fait plus comme un devoir de mémoire, comme un témoignage. Hein. Après, moi, l'objectif, c'était, même par rapport aux jeunes, c'est demain de pouvoir leur montrer un documentaire comme ça et que ça leur montre une autre image de la banlieue, justement. Mm-hmm. Après, on n'a pas cherché franchement à le vendre ou quoi que ce soit. Mm-hmm. On l'envoie à différents médias. Mm-hmm. S'ils peuvent le diffuser tel quel, il n'y a pas de souci. Ouais. Après, on l'a pas fait pour franchement, on l'a pas fait pour le bif. Alors d'ailleurs, il y a un média qui nous a repris, c'est un média d'extrême droite. Exact. Qui a vite repéré le documentaire et qui. J'ai vu ça, sur le net, ça a été diffusé par un média qui se dit F de souche. Ouais. Donc pour Français de souche, ça a été diffusé, j'ai vu. Ouais. Ils ont fait du buzz, ça a fait des vues. Mais voilà, après, moi ça m'a fait rigoler. Après, c'est les commentaires en fait qui sont derrière. J'ai vu sur la page Facebook et sur leur propre site. C'est les commentaires qui sont derrière. Parce que nous, on l'a fait justement pour montrer une bonne image et montrer des gens qui parlent bien. Et quand tu regardes les commentaires, ça se lâche. Ça se lâche dans les commentaires. Et moi, personnellement, ça me fait rigoler. Parce que si t'arrives à mettre un commentaire et à insulter, comme je l'ai vu dans les certains commentaires, c'est que ça t'a touché, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours plus facile d'insulter les gens derrière un clavier. Voilà, en plus, sous un faux profil et tout. Et il y a eu pas mal de réactions. Bon, après, les commentaires, franchement, ils sont dégueulasses, les commentaires, tu vois. Ça insulte. C'est des commentaires très raciste. Voilà, et c'est dommage. Après, c'est dommage, mais bon, pour moi, personnellement, le facho de base, il est pas très intelligent, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, ça me fait rire. Et heureusement, tu vois, c'est qu'il y a pas que des fachos. C'est qu'il y a beaucoup de gens, des Français de souche aussi, qui sont très ouverts. Moi, quand je vais en Afrique, je rencontre plein de cultures différentes. Et justement, il y a des gens qui sont très ouverts, ils connaissent bien l'Afrique, ils ont une bonne image de nous. Et puis d'ailleurs, dans les manifs, on en a vu, hein. Voilà, il y en a plein. Donc après, moi, ça m'inquiète pas. Extrêmement engagé, bienveillant et tout. Voilà. Donc, et eux aussi, malheureusement, souffrent de l'image que les fachos véhiculent sur le français de base. Ouais, ils en souffrent, ouais. Après, moi, je trouve qu'il faut même pas en souffrir, hein. Moi, je trouve que la minorité, maintenant, ça va être, les fachos, c'est eux qui vont être la minorité, tu vois, les gens qui mettent des bulletins, qui espèrent que demain, l'immigration, elle va être de retour dans les charters, où on va mettre des militaires dans les cités pour régler le problème. Moi, personnellement, c'est eux la minorité, hein, c'est du rêve, hein. Tu peux voter, Marine. On va pas nous mettre dans des charters. Hein. En plus, on a des familles nombreuses, ça va coûter cher. Mais bref, pour moi, ils sont dans un rêve, tu vois, ça me fait rire. Tu vois, on est des Français, ça y est. C'est de génération en génération, on est Français. Nos parents, ils sont arrivés, ça fait des années. Nous-mêmes, on a intégré, même nous, quand on est en Afrique, on a le côté culture française. On est en Afrique et on a envie de revenir en France parce qu'on a aussi nos habitudes françaises. Voilà, et donc. On a l'avantage d'avoir deux cultures. Voilà, c'est un avantage, en fait. Voilà. Avoir différentes cultures, c'est un avantage en fait. Et je pense que même ces gens-là, c'est des gens qui sortent pas de chez eux souvent. Je pense que même des fois quand on regarde même dans les élections municipales, quand tu regardes bien, en région parisienne, il y a pas tellement de votes FN. Hein. C'est plus dans des coins reculés que tu vas voir qu'il y a des montées du FN. Hein. Des fois, tu vois des reportages où on dit c'est un village de 37 habitants, 90% de FN. Je dis n'importe quoi, mais façon de parler, il y a un gros vote FN. Les gens, ils sont pas mélangés avec l'immigration. Ils regardent la télé. Voilà. Mais tu le vis pas. On doit être fier aujourd'hui de nos différences. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance, en tout cas, de nos seniors. Faut pas de le dire aussi, vis-à-vis d'une jeunesse qui a changé. La jeunesse aujourd'hui, c'est pas la jeunesse il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, quoi. Exact. Et donc aujourd'hui, effectivement, nos seniors aujourd'hui dans certaines villes, du 93 ou d'ailleurs, mais voilà, ont peur de cette jeunesse, parce que justement, ils ont cette jeunesse sous l'angle des médias, encore une fois, qui renvoient à des images négatives, et voilà, et aujourd'hui. Alors, à propos d'initiatives ou d'images négatives, il faut quand même parler des initiatives positives. Et d'ailleurs, puisque Yacine vient d'Aulnay, j'ai des messages qui me disent qu'il y a pas mal d'initiatives qui tournent autour du documentaire, du cinéma, du court-métrage et tout ce qui touche à l'audiovisuel. Il y a un festival qui va voir le jour en septembre, le 2 septembre prochain, le premier festival du court-métrage d'Aulnay-sous-Bois, qui sera lancé par justement Tariq, qui figure dans ton documentaire. D'ailleurs, on salue aussi toute l'équipe de Keep Smile qui s'occupe de tout ça. Donc, comme quoi, qu'en banlieue, il y a beaucoup de gens qui veulent faire vivre leur ville, leur localité, et tant mieux.
Et tant mieux, parce qu'il va falloir trouver un compromis entre toutes ces personnes. Mais je pense qu'Ahmed sera aussi d'accord avec moi, le vecteur, le paramètre économique est très important. Pouvoir avoir du travail, c'est s'insérer socialement et être émancipé, épanoui, fonder une famille, etc. Tu n'as pas de travail, ça engendre justement ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Guy. Les gens, faut qu'ils vivent, faut qu'ils trouvent des solutions pour pallier à la misère. Et donc, on va vers tout ce qui est facile. Voilà. C'est pas toujours licite, mais il y en a qui le font. Après, il y en a qui ont un petit peu plus de courage et qui se disent, bon, moi, je vais résister, je vais plutôt aller faire un taf, même si c'est difficile, je vais aller ramasser les bagages ou faire des trous dans la route ou travailler dans le BTP, etc. C'est honorable, c'est honorable et il faut s'en sortir. Et Ahmed, lui, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Je pense que la dimension économique te fait respecter à un moment donné. Ouais, mais effectivement, d'un point de vue statut social, je pense qu'à un moment donné, il faut s'en sortir, pas de n'importe quelle manière, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on trouve pas de boulot, lorsque le CV revient sans réponse, et moi je l'ai vécu personnellement, c'est dans les années 95, lorsque j'ai terminé mes études, à un moment donné, même moi-même, il a fallu que je change mon nom sur le CV. C'était plus Ahmed Benabdé quelque chose, c'était Sam Benham. Moi, à l'époque, j'aimais bien faire du business, dans le sens où j'allais bosser, j'achetais du stock rue des Rosiers, j'achetais des pulls, je revendais ça, et on m'appelait l'oncle Sam. Ouais. Et j'ai toujours gardé ce nom-là, Sam, et après, à force d'envoyer, moi, par exemple, j'avais envoyé une centaine de CV, et j'avais eu aucun retour. Mais c'est pas aucun retour de société privée, C'était EDF, c'était La Poste, c'était du public, quoi. la RDP, ouais, c'était des entreprises publiques. Et même avec ça, j'avais pas de retour, j'avais pas de réponse, j'avais pas de rendez-vous. C'est qu'à un moment donné, vous allez me dire c'est malheureux, mais tu crées ta boîte. Vous créez votre boîte et vous dire pourquoi pas monter une pizzeria, un grec, une sandwicherie, et vous allez voir que les gens vont venir vers vous. Si vous dites mais est-ce que le problème c'est de se dire est-ce que je vais réussir. Mais vous savez que même parfois on fait plus d'argent dans une pizzeria que dans le trafic de stupes ou dans l'illicite, j'ai envie de dire. C'est que vous avez des gens aujourd'hui qui s'en sortent. On peut prendre Otakos, qui sont des gens de banlieue, qui est une chaîne de restauration et qui fonctionne très bien, et qui sont un peu partout en France. Ils sponsorisent même l'équipe de Montpellier. Ça, c'est une vraie réussite. Moi, personnellement, je suis dans l'import-export. Ça fait des années que j'avais cette ambition de vouloir voyager, puis d'apporter et de faire du sourcing. Et j'ai lancé ma propre structure dans les années 2000. Et aujourd'hui, je m'en sors très bien parce que j'ai monté d'autres structures à l'étranger, comme en Irlande, aux Émirats. Et ça m'a permis de rencontrer d'autres gens à l'étranger, de voir d'autres cultures. Et de dire qu'aussi en France, il faudrait qu'ils s'ouvrent à l'étranger. Parce que je pense que, comme disait Yacine tout à l'heure, c'est qu'on a une double culture. Nous, si on allait en Afrique, je peux vous dire qu'on reviendrait avec des gros contrats. Mais c'est qu'on ne nous donne pas l'opportunité d'aller en Afrique. D'aller vendre des centrales nucléaires, bon je dis une bêtise, des centrales nucléaires, des Airbus, des trains, des TGV. Et je vous promets que vous mettez une équipe commerciale avec des Maliens, des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, qui ont ces origines-là, d'aller signer des contrats en Afrique, je vous promets qu'on revient avec des contrats. Mais le problème, c'est qu'on ne nous donnera jamais ce poste, on ne proposera jamais d'avoir cette possibilité de faire les choses. Et c'est à un moment donné, il va falloir réfléchir au niveau gouvernemental, j'ai envie de dire. C'est dire, on a une possibilité, on a des gens qui sont nés en France, qui ont une double culture. Comment pouvoir les insérer, j'ai envie de dire non, parce que j'ai pas besoin de m'insérer, je suis né en France. On parle toujours d'insération, mais je suis né en France, j'ai pas à m'insérer. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, on pourrait utiliser ces gens qui sont nés en France et qui ont une double culture comme une passerelle pour justement aller faire développer l'Afrique, le co-développement, et on aurait moins de misère par rapport à toutes ces populations africaines qui traversent la mer Méditerranée et qui malheureusement pour certains perdent la vie, quoi. Bien sûr. Et c'est dommage qu'au lieu d'aller envoyer des flashballs dans les cités et dire toujours les mêmes, c'est toujours la même chose, c'est toujours du cassage de voitures, etc. Moi j'en ai un constat, je vais terminer avec ça, c'est que il va falloir réfléchir autrement, ne serait-ce que j'ai envie de dire la relation que la police a avec sa population dans les banlieues. Il va falloir vraiment revoir ça, parce que moi quand je vais au Canada, comme je l'expliquais tout à l'heure, au Canada, aux États-Unis, vous pouvez faire des photos avec des policiers. Vous allez au Canada, vous faites des photos avec des policiers qui rigolent. J'étais à Porto Rico, j'ai fait des photos avec des... Bon, c'est pas un bon exemple, mais les policiers prenaient une bière, mais ils étaient pas méchants, quoi. C'était parce que c'était à la fin de journée, quoi. Et ça on le verra jamais en France, quoi. On va s'arrêter un court instant pour de la pub et puis on revient juste derrière.
France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. France Maghreb 2. France Maghreb 2. De retour dans les studios de France Maghreb 2, toujours avec mes amis, mes invités ce soir. Yacine est avec nous pour nous parler de son documentaire Parole à la banlieue, disponible sur YouTube, disponible gratuitement, donc faites-vous plaisir. Jean-Guy est avec nous également, parent engagé, militant associatif. Ahmed également nous accompagne cette soirée. Donc alors on parlait un petit peu de moralisation, d'exemplarité. Comment donner l'exemple quand nous-mêmes on l'est pas, que ça soit pour les petits frères en banlieue ou que ça soit pour les policiers par rapport à la population. Oui, effectivement, il y a des policiers qui ont un mauvais comportement et malheureusement ça salit, ça compromet la corporation, hein, l'image d'une unité d'une corporation. Effectivement, parce que on sait tous qu'il y en a énormément qui font leur boulot. On est toujours très heureux de pouvoir compter sur des policiers lorsqu'on est en danger, hein, que ça soit des hommes, des femmes. Voilà, on est tous très heureux de les trouver, c'est vrai, hein, comme les pompiers, etc. Malheureusement, c'est quand il y a un mauvais exemple, eh bien c'est lui qui salit le panier. Et c'est pareil en banlieue pour les jeunes. Vous avez des casseurs, des brûleurs de voitures, etc., des tireurs de sacs qui salissent l'image de gens qui veulent s'en sortir. Voilà. Aujourd'hui, si vous prenez le parcours de Yacine, c'est pas un petit parcours qu'il a. Je le connais un peu, il s'est investi énormément en temps et aussi en argent pour sa propre formation audiovisuelle. C'est pas donné à n'importe qui. Moi, j'en connais d'autres qui auraient préféré s'acheter un BM cabriolet, par exemple. Ça fait plus bling bling, ça fait plus... voilà, c'est pas facile. Ça, c'est des choix. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, après, je pense qu'il faut aussi... Je pense que quand on dit dans les jeunes, là, beaucoup ont des qualités. Après, c'est aussi de l'information qu'il faut qu'ils aient. C'est-à-dire que après, ce qui est bien en France, c'est que à n'importe quel âge, tu peux te reformer, tu peux te réorienter. Donc après, même il y en a plein, ils sont dans certains boulots, ils sont des boulots qui leur plaisent pas. Bon, après, il y a plein d'organismes dont on peut bénéficier, de formations dont on peut bénéficier, que ce soit par des fonds GESIF ou par le biais du Pôle emploi, à quelque âge que ce soit, hein, tu vois. Donc je pense après, c'est aussi, comme je te disais tout à l'heure, c'est que dans les médias, quand je parlais tout à l'heure des jeunes, on leur montre pas aussi les bons exemples, c'est que on va leur montrer des clips de rap, des rappeurs, du divertissement, beaucoup de divertissement, mais après aussi, au bout d'un moment aussi, ce serait bien aussi d'avoir de l'information. Ouais. Parce que moi, des fois, je rencontre des gens, ils savent pas qu'on peut bénéficier de fonds GESIF et avoir des investissements pour pouvoir faire des formations et essayer au moins de faire un métier qui te plaît. Et donc c'est des choses comme ça, je pense qu'il faut que ce soit plus diffusé, plus appris aux petits jeunes, pour qu'ils croient en eux aussi. Il y a un moteur qui est très puissant en banlieue, c'est l'argent. L'argent. Pour gagner beaucoup d'argent, beaucoup seraient prêts à faire n'importe quoi. Mais il faudrait leur expliquer que pour faire beaucoup d'argent, eh bien, il y a justement des possibilités de faire des formations, de changer d'orientation, etc. Il y a des métiers qui passent quasiment inaperçus et qui font pas beaucoup de bruit, mais qui se font énormément d'oseille. C'est à vous d'aller chercher des formations, c'est à vous de vous impliquer là-dessus, parce que moins vous serez présent sur ces créneaux, eh bien moins vous gagnerez d'argent et vous serez réduit à 1200 balles, 1500 balles par mois. Voilà, oui, Jean-Guy. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Et puis ne pas avoir peur de ralentir pour réussir. Et quand je parle de ralentir pour réussir, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on a la chance en France, et cette opportunité qui nous est offerte d'une certaine façon, d'aller vers de la formation. À tout âge d'ailleurs. Et c'est intéressant à un moment donné c'est plus comme du temps de nos parents où on savait que dès qu'ils démarraient dans une activité professionnelle, ils étaient amenés à faire leur carrière professionnelle dans la même entreprise. Aujourd'hui, malheureusement, depuis 15 ans, 20 ans, c'est plus nécessairement le cas. Pour diverses raisons d'ailleurs, et tout un tas de paramètres, parce que voilà, le monde change d'abord, et puis ensuite, les situations économiques sont telles que, à un moment donné, voilà, les décisions de groupe à l'international font que vous perdez votre boulot, et donc vous devez soit poursuivre dans cette voie, mais vous former pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances, soit vous remettre en question pour pouvoir aller chercher le bonheur là où il est, quoi. Alors le bonheur, il est pas nécessairement lié avec l'argent, parce que l'argent ne fait pas le bonheur pour moi, il contribue au bonheur.
Mais en tout cas, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est d'avoir un métier dans lequel on est pleinement épanoui. Donc de se lever le matin pour aller travailler, mais de pas y aller à reculons. Et donc, et c'est là que, en tout cas, ce que tu as fait, en tout cas, moi, je te tire mon chapeau et vraiment respect parce que voilà, tu avais d'autres possibilités, comme le disait Fosy, tu as fait le choix là de repartir aux études, en tout cas de te former, d'aller vers un métier qui était pas forcément simple, pour lequel j'imagine que tu as dû être confronté un certain nombre de fois à des barrières, dues peut-être à ton origine, donc voilà, ton pays, ta culture d'origine, mais également aussi le fait que tu venais du 93. Donc j'imagine qu'à un moment donné, on a dû aussi voilà, t'opposer cela. Et donc tu as fait preuve de volonté, de courage, et voilà. Et donc ça, c'est à souligner. Et au-delà de ça, moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que quand on veut aller vers un métier dans lequel on s'y sent bien, le métier ne tombe pas dans les mains comme ça en restant chez soi. Il y a pas 50 solutions dans la vie pour travailler. Faut aller chercher le travail là où il est. Alors soit la formation, soit le travail. Et la seule chose qui, pour moi, fait la différence entre deux personnes qui recherchent un travail, c'est celle qui aura le plus de volonté, de persévérance et de détermination. Et donc oui, la vie n'est pas facile, mais elle est belle. Il faut se battre en permanence pour réussir. Et la seule façon de réussir, c'est pour moi prendre le temps de ralentir, de regarder ce que l'on a et les possibilités qui nous sont offertes autour de soi, et de faire à un moment donné un bilan de compétences ou d'évaluer là où c'est plus intéressant de rebondir. Yacine, alors concernant ton doc intitulé Parole à la banlieue, quand tu t'es adressé aux membres des familles qui ont perdu un frère, une sœur lors de violences policières, qu'est-ce que tu as pu recueillir comme information? Est-ce qu'elles ont des soutiens? Est-ce qu'elles sont orientées? Est-ce qu'elles trouvent écho à leurs demandes, par exemple? Ça, après, je peux pas te le dire dans la profondeur, parce que je vais pas parler en leur nom. Je suis pas vraiment à l'intérieur de leur conflit pour avoir toutes les informations. Mais après, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de collectifs qu'on peut voir sur Facebook, justement, qui soutiennent ce genre d'initiatives et qui soutiennent les familles de victimes de violences policières. Comme par exemple, il y a le collectif Urgence Notre Police Assassine. Il y a la brigade anti-négrophobie, il y a la vérité pour Adama, concernant Assa Traoré qui se bat pour son frère Adama Traoré, décédé l'année dernière. Donc après, ce qui est bien, c'est que déjà qu'il y a des groupes de soutien qui se forment autour de ça. Je trouve que c'est bien, parce que justement ça fait un poids contre les syndicats de policiers d'un autre côté qui sont organisés. Donc en quelque sorte, ils se sentent un petit peu moins seuls. Voilà, après je peux pas te dire, parce qu'après c'est comme le soulignait Assa Traoré, elle le souligne dans le documentaire, ou beaucoup dans ses interventions, même dans son livre Lettre à Adama, qui est sorti il y a peu de temps. C'est que après, comme tu disais tout à l'heure, après c'est l'économie, c'est les finances, les avocats, il faut les payer, il y a des frais. C'est pas gratuit. Eux, leur famille, il y a beaucoup de frères qui sont en prison, donc on peut découvrir leur histoire. Moi-même, je l'ai découvert en profondeur à travers notre documentaire. Mais voilà, après il y a des frères qui sont enfermés, il y a des procédures qui sont encore en cours contre d'autres frères. Donc pour une famille qui est en deuil, c'est pas facile. Et donc derrière, voilà, les avocats, il faut avoir des avocats aussi de poids quand t'es en conflit contre des policiers ou contre l'État. Donc t'as à avoir aussi des avocats de poids, en fait. Ouais. Alors ce qu'on a pu remarquer aussi, et ça revient systématiquement, quand une famille subit des violences policières, on a vu le cas de l'affaire Théo, ça a suscité énormément d'émotions. François Hollande est allé jusqu'à le visiter dans sa chambre d'hôpital. Et paradoxalement, dans les médias, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu sortir des affaires concernant l'association de son frère. Donc plutôt que de compatir avec les familles des victimes, qui sont déjà dans un moment de douleur, on vient leur sortir une pseudo-affaire, une affaire qui dirait que son frère aurait bénéficié d'argent, etc. Est-ce que là, il n'y a pas anguille sous roche, je dirais, Jean-Guy, des médias? Moi, je dirais que c'est un jeu complètement malsain. C'est qu'on se sert en tout cas de la souffrance d'une personne et d'un acte qui t'a condamné fermement pour pouvoir creuser dans la vie privée de ce jeune homme et de cette famille, pour essayer de voir, chercher alors je dis pas la petite bête, parce que bon, s'il y a matière effectivement à enquête et à avoir un lien avec la justice, en tout cas le moment était mal choisi, et je dirais que ce que je trouve dommage, c'est que on parle d'une bavure policière et derrière on oublie cette bavure policière pour parler de faits
divers qui n'intéressent pas au premier chef l'intéressé victime de cette bavure policière. Donc je dirais que pour moi ce sont des affaires totalement distinctes et on oublie de mettre le doigt sur ce qui a fait l'actualité, quoi, savoir la bavure policière, et donc d'essayer de comprendre, comme le disait tout à l'heure Yacine, c'est donc les causes de cette bavure policière, pourquoi on en est arrivé là, les conséquences de cette bavure policière, et puis d'essayer de réfléchir, de voir ensemble avec la famille, avec la police aussi, parce que mine de rien ce sont des acteurs de proximité, puis les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques de cette ville, mais d'autres aussi, parce que ce qui s'est passé à cet endroit-là, ça aurait pu se passer ailleurs. Voilà, pour trouver des solutions et des solutions correctives à ces problèmes, pour faire en sorte que demain ce problème-là ne survienne plus. Voilà, à un moment donné, voilà, il faut se poser les bonnes questions pour apporter des vraies solutions pérennes, efficaces dans le temps. Et ça, on le fait pas. Ouais. Ahmed, comment est-ce que tu as perçu ces histoires de violences policières, toi qui vis souvent à l'étranger? Est-ce qu'on en a parlé à l'étranger, quand t'es en Chine ou en Irlande? En fait, moi, dans le seul pays où je rencontre le plus de policiers, c'est bien la France, quoi. Ah bon? Ouais. En Irlande, j'en vois pratiquement pas. Aux États-Unis, j'en vois quelques-uns, mais ils sont pas là en train de courir après quelqu'un. Si, j'ai vu des interpellations, mais voilà, c'est pas le quotidien tous les jours, quoi. Surtout que moi, à New York, vous me direz, il y a tolérance zéro et que la politique de la ville aujourd'hui, c'est d'avoir calmé la chose. Mais en Chine, je vois pratiquement pas alors que c'est un pays qui est immense. Hein. Je fais Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, je vois pratiquement pas de policiers. Si j'en vois quelques-uns, c'est pour faire la circulation, quoi, parce que c'est tellement, c'est tout. Mais vraiment, pour moi, la France, c'est un État policier, c'est pas autre chose. Hein. Voir autant de policiers au mètre carré, on peut comparer avec tous les pays d'Europe. Je crois que ça doit être, on est au top 10. Hein. D'accord. Donc ça veut dire que pour un étranger qui vient visiter la France pour la première fois, il risque d'être choqué. Il peut être surpris. Ouais. D'accord. Je crois qu'effectivement, quand on voyage, on a une très mauvaise image à l'étranger, en tout cas, de la France. Ouais, les citoyens français qui effectivement sont dans le monde des affaires. On dit souvent qu'est-ce qui se passe chez vous. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi c'est comme ça? Et donc, en fait, on pourrait se dire, on a beaucoup de policiers, donc forcément on est en sécurité, mais ça provoque, à mon sens, l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens qui voyagent, et quand on a de la famille à l'étranger, quand on voyage simplement, et quand on prend le temps d'échanger avec nos voisins européens ou ailleurs à l'international, on se dit, mais attends, on n'est pas si en sécurité que ça finalement en France, parce que vous voyez, il y a 10 policiers au mètre carré, quoi. Donc à un moment donné, et on est interpellé pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, il y a un problème, et effectivement, je suis pas convaincu que dans le fait de rajouter des policiers là où il y en a déjà, que ça va solutionner un problème qui est beaucoup plus profond que ça, qui pour moi celui de l'abandon d'un territoire et d'une image d'une police qui aujourd'hui n'est pas celle qu'elle devrait être encore. On va marquer une autre pause musicale avec quelqu'un que vous connaissez sans doute, Fab. Hein, qui se rappelle de Fab? Bien sûr. Hein, les Zombies. On va s'écouter les Zombies et puis on revient juste derrière. Voilà. Les Zombies, interprétés par Fab, l'un des meilleurs rappeurs qu'ait connu la France. Merci d'être avec nous. Merci également à nos auditeurs qui nous écoutent du côté de Dijon. On fait un coucou à Fatiha qui nous écoute également. Merci, c'est bien. On va conclure cette émission avec Yacine, donc réalisateur du documentaire La Parole à la banlieue, disponible gratuitement sur YouTube. Donc partagez, faites circuler, dites-nous ce que vous en pensez, commentez et défendez-le si vous êtes d'accord. Est-ce que tu envisages de faire un numéro 2? Numéro 2, pas forcément de numéro 2. Non, pas forcément de suite, hein, mais après pour moi c'est un premier documentaire, parce que moi je fais beaucoup d'autres choses à côté, je fais beaucoup de courts-métrages, moyens-métrages, différents concepts audiovisuels. Ouais. Et par contre, continuer à faire des documentaires en banlieue positifs, ça peut être sur des entrepreneurs, ça peut être sur des sportifs, mais... C'est quoi tes prochains projets? Pour l'instant c'est plus des courts-métrages. D'accord. Actuellement, je suis beaucoup fiction, doc. Fiction aussi, ouais, pas mal de. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta propre formation audiovisuelle? Par quoi c'est passé? Par quoi c'est passé? Moi, j'ai fait une formation dans une école qui s'appelle SAE Institute à la Plaine Saint-Denis. En fait, c'est une franchise américaine. Donc, à la base, SAE, c'est une école qu'on trouve partout. Hein. Il y en a même à Dubaï, en Angleterre, à Londres, aux États-Unis, il y en a plusieurs. Et à la base, ils faisaient juste du son pour les ingénieurs du son. Et après, ils ont commencé à se mettre dans la vidéo. Donc moi, j'ai fait une formation en 1 an qui s'appelle Digital Filmmaking. Full, on appelle ça en full. Donc c'était en intensif.
Et moi j'étais déjà autodidacte à la base dans l'audiovisuel. Donc j'avais déjà un petit Canon 5D Mark II, je m'étais formé avec des logiciels sur le net. J'ai commencé avec des logiciels Movie Maker, des logiciels basiques, et ensuite j'ai commencé à passer sur des logiciels plus pro. Des fois j'allais dans des portes ouvertes, dans des écoles, prendre des cours gratuits en 1 heure ou 2, prendre des notes, et après j'ai commencé des il était motivé, il y a ses mains. Non mais après c'est ce que je dis, même pour les jeunes, hein, maintenant avec internet, moi je suis d'une autre génération aussi, mais voilà, avec internet ce qui est bien c'est que il y a des tutos, il y a moins de secrets, voilà, on peut se former à la maison, hein. Aujourd'hui même en ce moment je suis sur un site qui s'appelle Open Classroom parce que je fais un peu de site internet aussi, où on se forme tout seul. Bon après c'est clair qu'en école, ce qui est bien, c'est qu'il y a des cours, il y a une théorie, il y a un petit truc en plus, mais on peut commencer à avoir des bases maintenant, même de chez soi, juste avec Internet. Et donc la formation, ce qui est bien, c'est que je connaissais le montage vidéo et j'avais une caméra, et j'avais appris en étant sur le terrain à cadrer et à filmer. Et ce que j'ai appris, c'est tout ce qui était scénario, scénarisation, la réalisation. J'ai pu apprendre tout ce qui est au niveau de la lumière, comment le placement des lumières, l'histoire du cinéma. Et donc en fait j'ai appris pas mal de choses en un an qui m'ont permis d'évoluer et à pratiquer aussi pas mal de logiciels d'effets spéciaux, de l'étalonnage. Ce qu'on appelle l'étalonnage, c'est le travail de la colorimétrie, de la couleur des images. Et ensuite je continue à me former, hein, parce que les logiciels évoluent tout le temps. C'est comme les téléphones actuellement, c'est comme les codes internet, ça évolue tout le temps. Ça va très vite. Voilà, et après juste pour finir, c'est que j'ai aussi des stagiaires que je prends, qui sont d'Aulnay, de collège d'Aulnay, donc des fois c'est par des relations des voisins qui savent que je fais de la vidéo, qui m'envoient leurs enfants en stage. Donc je forme des petits jeunes, et justement par exemple je formais un jeune l'année dernière qui était en 3e, et pas plus tard qu'hier par exemple je l'ai rencontré, il m'a vu en bas de chez moi, il est venu m'en montrer, je crois que maintenant il est meilleur que moi. Ça va bien. C'est des geeks et voilà, par exemple le petit, je lui ai montré des bases sur After Effects d'effets spéciaux. Hier, il est venu, il m'a montré des trucs qu'il fait. Moi, j'étais bluffé. Il m'a parlé de plugins, il m'a parlé dans le langage technique audiovisuel. Et j'ai vu qu'en un an, justement, ces petits jeunes là, justement, ils sont tellement rapides. Tu vois, j'ai des petits jeunes même de 12 ans que je forme. Moi, mon fils, il a 12 ans aujourd'hui, il fait du montage vidéo. Et ils apprennent vite, hein. Et donc c'est bien. Voilà, c'est-à-dire même par le net, lui-même il s'auto-forme. Donc formez-vous, apprenez-vous, le savoir pour s'en sortir, c'est primordial. Quel est l'avenir, d'après toi, quel est l'avenir de ton documentaire? Comment tu vois son avenir? Mon documentaire, on l'a inscrit dans des festivals. Pour l'instant on l'a inscrit en attendant de voir s'il a accepté ou pas. Après, comme je te disais, notre objectif c'est de le diffuser au maximum. Après, ce qui est pas mal, c'est que moi j'ai travaillé par exemple avec il y a 2 ans, j'ai travaillé avec le lycée Voie-l'Homme qui est à Aulnay-sous-Bois. Donc j'ai travaillé avec des classes de lycéens sur des projets, et donc j'ai des contacts de profs à qui j'ai envoyé le documentaire par mail, et qui m'ont rappelé en me disant qu'ils voulaient le diffuser dans leur classe. Ils sont maintenant en province, dans des classes de province, et ils voulaient diffuser le documentaire pour faire travailler leurs élèves dessus. Donc moi personnellement, juste le fait par exemple que des profs comme ça m'appellent et me disent qu'ils vont le diffuser dans leur classe, pour moi déjà c'est une victoire. Voilà, c'est quelque chose de bien, parce que moi l'objectif c'est vraiment de le diffuser, de pouvoir le diffuser même à des jeunes, et c'est plus dans un but éducatif que je l'ai fait, hein. Très bien. Voilà. Très bien. Le mot de la fin, Jean-Guy, peut-être? Effectivement, voilà, de me dire bravo Yacine en tout cas pour tout ce qu'il fait. C'est effectivement une belle expérience. En tout cas, c'est riche d'enseignements, et moi je terminerai juste sur cette petite phrase qui est la suivante, qui est pas de moi, hein, mais qui est quand on prend le temps effectivement de libérer le potentiel de l'enfant, le monde change avec lui. Exact. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu as démontré, prouvé par ce reportage-là, mais par aussi ta persévérance et ton travail que voilà, tu pouvais réussir, et que voilà, tu avais du potentiel, et que finalement il y a qu'une seule chose qui paye, c'est le travail. Et que voilà, c'est pas parce qu'à un moment donné tu as passé un an d'école et que tu comptes t'arrêter là forcément, et donc tu continues de travailler pour progresser, pour proposer autre chose, et donc c'est une belle leçon de vie, et c'est un bel exemple en tout cas à suivre pour des jeunes, que toi de même tu continues de former, parce que tu sais ce que c'est de repartir à l'école, de passer des examens, et en tout cas c'est le plus bel exemple que tu peux donner à ton fils de 12 ans et à toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont envie de faire la même chose que toi. Bravo. Très bien, merci à toi Jean-Guy. Ahmed, salut. Un petit coup, tous les spectateurs
de France Maghreb. Un bisou à eux et puis à très bientôt. Petite dédicace aussi à des amis de Sonny, Racheton, Boulette et Chacha. Alors, je vous embrasse, à plus tard. Bon, merci à vous, merci d'avoir participé à cette émission, bon courage et puis n'hésitez pas à partager ce documentaire Parole à la banlieue, disponible gratuitement sur YouTube. Salut, ciao ciao, bislama. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.